Monsieur le vice-consul, monsieur le président de l'association suisse d'histoire et de sciences militaires, mon encore, madame la membre de la commission historique des salons du général Dufour, mesdames et messieurs en vos noms et qualités. Nous avons commencé l'année passée une série de conférences sur la République helvétique. On verra que ça s'enchaîne ce soir avec l'acte de médiation, avec la génération dont le pacte de 1815 était en filigrane pendant toutes ces années qui vont conduire à la guerre civile, la Constitution de 1848, et ce soir, on est au 150e anniversaire de la Constitution de 1874, et je passe tout de suite la parole à Françoise Dubosson, qui est enseignante au HES, donc aux hautes écoles spécialisées de l'histoire culturelle et politique, ou dans l'autre sens, de Genève, et qui va nous parler de tout ça maintenant. Bonsoir, merci Marc. Alors, quand j'ai vu ce rappel de toutes les conférences qui avaient déjà eu lieu sur les différentes constitutions et du pacte et les constitutions de 48, alors j'ai pas prétention de vous rajouter grand-chose, mais juste de vous donner une vision un peu cavalière que vous avez à l'écran, de quelques éléments que je trouve importants qui vont du pacte de 1815 à la Constitution de 48, l'État fédératif et la mise en place des étapes de la démocratie semi-directe, que je voulais présenter un peu comme introduction à la question qui est toujours assez importante dans ces discussions, mais qu'on oublie, les discussions sur les questions militaires. Donc du coup, je ne vais pas du tout m'intéresser bien sûr aux questions militaires. Et comme vous êtes au courant de toutes ces questions, je voulais tout de suite commencer sans plus attendre sur le pacte de 1815. Le commandant André reviendra sans doute sur les questions de vocabulaire, pacte, convenant, alliance. Le pacte de 1815, ce qui frappe, outre le fait que c'est vraiment le rôle moteur de l'armée dans la mise en place de ce pacte et des questions militaires, ce qui frappe, en tout cas ce qui m'a frappé moi, qui ne suis pas spécialiste de droit constitutionnel, hein, je le précise bien, c'est qu'on s'est un peu mis d'accord sur le plus petit dénominateur commun et sous la contrainte de l'étranger. Donc le premier texte qui met en place la Suisse, en quelque sorte, se fait vraiment sous la contrainte de l'étranger. Et ça, on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans ces salons. C'est tout à fait frappant. Ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est que ce pacte, quand je dis le plus petit dénominateur commun, c'est qu'il fait 15 articles. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran, hein. C'est tout petit, on peut même en faire des affiches. Peut-être que certaines de nos lois devraient tenir compte de cette idée de faire court. Mais en fait, on n'a pas fait plus long parce qu'on a été incapable de se mettre d'accord sur davantage. Imaginez, hein, le processus se met en place, la mise au point du pacte se met en place, donc une commission est instaurée le 6 avril 1814. Imaginez l'état de l'Europe, hein, c'est à feu et à sang, c'est très compliqué. Et on arrive finalement péniblement à se mettre d'accord sur ces 15 articles 16 mois plus tard, le 31 août 1815. Alors, on a beaucoup souligné que 16 mois pour se mettre d'accord sur 15 articles finalement assez faibles, disons que ce n'était pas un record de rapidité et d'efficacité. On a beaucoup souligné les faiblesses de ce traité finalement, et je pense que c'est très juste, et on verra assez vite les faiblesses et sa difficulté à s'adapter aux évolutions du temps. Mais pourtant, moi j'y trouve quand même un certain nombre d'intérêts. Il pose des jalons importants. D'abord, il se termine assez fièrement sur le fait que les 22 cantons se constituent en confédération suisse. Et ça, c'est quand même pas un petit achèvement. C'est le titre d'ailleurs qui sera repris dans les autres constitutions qui vont suivre, les vraies constitutions et pas seulement des pactes. Et puis, j'avoue que ma fibre valaisanne remarque que c'est le papier qui entérine l'entrée de Genève, Neuchâtel et le Valais dans la dite confédération, et à titre de canton plein et entier, équivalent à tous les autres.
Pour le reste, donc en dehors de ce principe d'égalité entre les cantons, on perçoit quand même entre les lignes que ces cantons suisses avaient l'habitude de ne jamais s'entendre, parce que pour toutes les décisions importantes, la Diète doit réunir 3/4 des voix, partout ailleurs c'est la moitié plus une. En cas de litige persistant, les parties en désaccord peuvent se choisir des arbitres. Si les arbitres n'arrivent pas à se mettre d'accord, on se choisit un surarbitre. Bref, c'est vraiment extrêmement baroque, mais on se rend compte qu'ils prévoyaient déjà que ça n'allait pas être si simple, au fond. Et ils avaient bien raison. Là, vous avez un bois qui est peint et qui montre quelque chose de symboliquement tout à fait intéressant. Et ce sont des peintures qui vont beaucoup circuler dans les années 20. On montre en fait ce cercle, cette chaîne qui existe entre les différents cantons, avec un petit écusson au centre, pas trop important quand même. Et on montre aussi la diversité. Alors des fois on montre les habits des chanceliers des différents cantons. Là je vous ai choisi les jolis costumes de ces dames des différents cantons. Ça montre aussi à quel point on revient à la situation d'Ancien Régime à cette époque. En fait, toutes les discussions ont montré des tensions terribles entre les fédéralistes, ceux qui voulaient vraiment revenir exactement à la situation pro-ante, par exemple Berne. On peut comprendre, Berne prend quand même assez mal de se voir dépouillé de Vaud et d'Argovie, et de recevoir en échange ce qu'elle appelle un méchant Galta qui s'appelle le Jura. Je pense que les Jurassiens ont dû beaucoup apprécier. Et qui donc veut revenir absolument et qui tiendra vraiment le plus fort qu'elle peut, qui voudra revenir à la situation antérieure. Et puis des cantons comme Zurich, qui se rendent compte que cette situation d'une confédération d'États va être très difficile à conserver dans un siècle qui avance très vite, et que ça rend toute discussion et toute prise de position unifiée presque impossible. Ça interdit aussi, ou en tout cas ça rend très difficile une existence internationale. Qu'est-ce qu'on montre à l'extérieur? Une diète qui se réunit en juillet, une fois dans l'an, qui n'arrive la plupart du temps pas à prendre de décision. On a effectivement quantité d'armoiries, de dialectes, tout ça renforce le sentiment d'appartenance cantonale et communale. Par contre, difficile d'avoir un sentiment d'appartenance fédérale. C'est quelque chose qui est vraiment encore pas du tout à l'ordre du jour. En plus, imaginez la situation. Hein. On n'a que des différences dans ce pays. On a d'abord des costumes, on voit différents, mais on a des monnaies différentes, des points de mesure différents et des heures différentes. Entre le point le plus à l'ouest et le point le plus à l'est, il y a à peu près presque 20 minutes de différence, donc même pas assez pour que ce soit facile à gérer. Ça va encore, donc vraiment c'est très compliqué. Il y a des péages, des taxes pour aller d'une région à l'autre, d'un canton à l'autre. Alors imaginez, lorsque se mettent en place les premières lignes de chemin de fer, c'est un casse-tête. Et puis en plus, la division qui existe au sein de la Suisse amène aussi les puissances étrangères à se sentir légitimées, à faire pression pour toutes sortes de raisons. Des pressions qui sont lourdes et parfois assez humiliantes quand même, lorsque la Suisse se voit obligée d'appliquer certains éléments de censure, d'expulser des gens, d'en interdire l'entrée sur son territoire. Donc le tableau a l'air assez joli, mais en fait, ça n'est pas si simple à gérer, et ces structures d'Ancien Régime, manifestement, ont fait leur temps. Dans les années 1830, on se rend compte qu'elles ont fait leur temps, mais comment faire? Comment, par exemple, assurer la coexistence de cantons qui modifient leur constitution, des cantons qui ont des visions très libérales, notamment les cantons-villes, les cantons économiquement puissants, qui se rendent compte que pour faire face aux défis du XIXe siècle, la Suisse est une puissance économique déjà assez importante. Elle applique rapidement les innovations de la révolution industrielle.
on se rend compte que ça devient compliqué. Comment on va appliquer la publicité des débats, les libertés personnelles qui sont de plus en plus revendiquées, les libertés de croyance, d'association, de réunion. Un certain nombre de cantons, donc une douzaine en tout cas, dans les années 30, modifient leur constitution et commencent à se trouver dans une situation assez difficile au sein de cet ensemble assez baroque dans lequel il est difficile de prendre des décisions. On a une première volonté de modifier la Constitution, le pacte en fait. On aimerait bien avoir vraiment une Constitution, donc passer d'une confédération d'États qu'un pacte uni. Un pacte, c'est lourd, hein, c'est un traité. Ça veut dire que si vous voulez modifier le moindre élément de ce traité, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut l'unanimité. Et c'est complexe. Comment on pourrait arriver à moderniser cette structure baroque pour arriver à quelque chose de plus en accord avec l'esprit du temps et qui mette en place un État, une Suisse véritablement existante. L'un des tentatives les plus abouties a lieu dans tout début des années 30, notamment sous l'impulsion et grâce au travail aussi à l'intelligence de Pellegrino Rossi que vous avez à l'écran, qui est italien d'origine, qui s'est installé à Genève, premier professeur catholique à l'Académie Calvin, vous imaginez, c'était une tête pour qu'on l'accepte, et qui s'y est distingué d'ailleurs, des cours modernes, c'est un juriste, donc il donne des cours de droit, mais aussi il s'est spécialisé dans l'histoire de la Suisse, donc c'est un Italien qui connaît très bien l'histoire suisse, et également en économie politique. Il a donc toutes les qualités pour pouvoir réfléchir à une structure plus cohérente avec l'esprit du temps. Donc entre 1830 et autour de 32, en juillet 32, la Diète finit par trouver effectivement nécessaire de réviser le pacte, nomme une commission qui rédige un projet d'acte fédéral qui fait quand même 120 articles. Pellegrino Rossi travaillera un peu plus de 50 jours et, dit-il, 50 nuits aussi, à essayer de rédiger un projet qui soit acceptable. Pellegrino Rossi est le partisan d'une marche mesurée, dit-il, d'une allure sage et réglée. Et c'est quelqu'un dont on souligne, tout le monde souligne, le grand charme. Il a un charisme, en fait. Et un de ses collègues genevois écrit qu'à la Diète, où, dit-il, il avait affaire à des hommes prévenus, à de profondis sentiments, il avait convaincu la plupart de ceux qu'il avait séduits et séduit tous ceux qu'il n'avait pas convaincus. Et il termine son projet, Pellegrino Rossi, avant le vote, en disant « Au nom de la patrie, pour quelques dissentiments partiels ou pour de vaines querelles de forme, ne refusez pas de transiger avec vos frères. Vous que l'esprit du temps anime de tout son feu, modérez vos ardeurs. Vous qui obéissez encore à l'esprit de vos pères et que d'antiques traditions paraissent encore enchaînées, levez-vous et consentez à marcher. Suisse des 22 cantons, voici le moment solennel où il est en votre pouvoir de montrer au monde qui vous observe, années 30, que notre régénération politique peut être enfin notre ouvrage. Que voulez-vous? De l'union ou du schisme? De l'honneur ou de la honte? Le respect de l'Europe ou son dédain? Alors ça avait l'air bien parti, mais finalement c'est Lucerne qui va mettre les pieds au mur. Lucerne, dont Pellegrino Rossi voulait faire la capitale du nouvel État, et Lucerne dit non. On enterre, pas seulement Lucerne d'ailleurs, on enterre le projet, c'est un peu trop tôt manifestement, et il faudra attendre les circonstances que vous connaissez, les circonstances à la fois tragiques, mais aussi une sorte d'alignement des étoiles, si j'ose dire, sans paraître trop superstitieuse, mais cette succession de circonstances extrêmement positives qui va permettre à la Suisse de se remettre de ce qui aurait pu amener, sinon sa perte, du moins son affaiblissement, qui est le Sonderbund, puis le conflit de 1947. Alors je ne reviens évidemment pas ici, en tout cas, sur le rôle de Dufour et la chance que le pays a eue.
En tout cas, ça a donné l'impulsion nécessaire et surtout, les Suisses se sont rendus compte que si eux ne faisaient pas le changement, c'est l'étranger qui allait l'imposer et que ça allait certainement pas être mieux pour eux. Donc l'idée a été vraiment de concevoir une vraie refonte, une modification complète et de passer d'un pacte à une constitution, c'est-à-dire de passer d'une confédération d'États à un État fédératif, donc un État avec des cantons qui en font partie. Et j'avoue que je suis assez admirative de la manière dont la commission qui a été chargée de ce travail, c'est un travail gigantesque, hein. Imaginez, on vous confie de devoir écrire une constitution. C'est pas si simple. Et en fait, la commission a commencé à se réunir le 16 février 1848. Et là encore, alignement des étoiles. 5 jours plus tard, ce sont les événements de 48 qui éclatent à Paris, puis ailleurs en Europe. Si bien que les pays étrangers, qui avaient quand même un regard sur ce qui se passait en Suisse, eh ben, ils ont d'autres choses à faire. Et c'est vraiment pas seulement une vision d'historien, hein. Les constituants se sont rendus compte de cette fenêtre d'opportunité. Et ils ont compris qu'ils avaient une chance à saisir. Ils se sont réunis 31 fois, un peu plus de 50 jours, et le projet était sous toit. C'est un texte assez court, 114 articles, mais quand même, 50 jours, vous imaginez, pour arriver à mettre en place une constitution. C'est quand même un travail assez remarquable. Et cette fois, on crée vraiment un État fédératif qui lie le principe national tout en maintenant la souveraineté cantonale. Vous le savez, c'est notamment le compromis du bicaméralisme, un bicaméralisme qui était très marqué par l'exemple américain, The Sister Republic, hein, la Suisse s'appelle elle-même Sister Republic des États-Unis, avec quand même une nuance qui n'est pas petite, c'est qu'il y a égalité des tâches et des fonctions pour les deux chambres, et ça c'est très novateur. En fait, c'est même tellement novateur que les constituants ont dit que ça serait provisoire. On mettait en place le bicaméralisme en attente de trouver peut-être mieux, mais en fait c'est un provisoire qui a duré. Hein. Donc ça a permis de créer ce Conseil national qu'on connaît aujourd'hui, représentant du peuple, et le Conseil des États, représentant des cantons, avec donc des pouvoirs à peu près similaires. On va aussi mettre en place une citoyenneté helvétique. Hein. Avant on était citoyen des cantons, maintenant on pourra être citoyen suisse. Une manière de créer un sentiment national qui auparavant était fondé exclusivement sur l'appartenance à une commune et à un canton. Alors, c'est le fruit d'un compromis, bien entendu, une trentaine de pages. Je vous ai mis quand même, on avait le bon goût à l'époque de faire des copies manuscrites dans les 3 langues nationales de la Constitution fédérale. La première que les citoyens, j'insiste, donc ces messieurs, se sont donnés à eux-mêmes. En fait, on dit effectivement que la Constitution de 48 a été votée par la population, certes, mais enfin, il y a quelques petites nuances qui ne sont pas totalement anodines. On n'a pas osé faire voter Fribourg, parce qu'on s'est dit que c'était peut-être un peu tôt quand même. Donc c'est le Grand Conseil qui l'a accepté. Et puis à Lucerne, où c'était de loin pas gagné, pour arriver à avoir une majorité, on a cumulé les oui et les abstentions, sachant pertinemment que ceux qui s'étaient abstenus étaient contre. Mais bon, des fois, il faut un peu transiger au début pour que les gens s'habituent. Donc, elle est finalement acceptée par 15 cantons et demi et 6 et demi quand même qui refusent, avec les petits ajustements dont je viens de parler. Et c'est cette constitution qui va pouvoir apaiser les tensions, comme vous le savez. On a aussi mis en place un système qui prévoyait la possibilité de réviser la Constitution, mais on a été très prudent et on a dit c'est soit tout, soit pas du tout, pour éviter que trop de gens demandent des révisions partielles. En plus, un certain nombre de droits fondamentaux sont reconnus aux citoyens de la Confédération, la liberté d'association, la liberté d'établissement
pour les citoyens suisses de confession chrétienne. Je vais revenir sur cette petite limitation quand même qui n'est pas anodine. Également aussi la mise en place de poids et mesures, on va mettre un peu de temps pour les adopter, une poste commune, une monnaie commune, tout ceci va être mis en place assez rapidement. Les péages intérieurs sont abolis et les taxes ne pourront être prélevées qu'à la frontière. Donc vraiment on voit un marché commun en quelque sorte qui peut enfin s'établir à l'intérieur du pays. Et puis on a aussi dans la Constitution, comme dans le pacte, l'idée de la neutralité, mais vraiment assez loin, comme devant garantir la paix intérieure et extérieure, pas beaucoup plus, hein, un vrai outil au service du maintien de l'indépendance, mais c'est juste 2 lignes sur l'ensemble de la Constitution. Alors je vous ai dit, hein, j'ai souligné quand même que les Suisses avaient la liberté d'établissement, enfin pas tout à fait tous les Suisses, hein, les Suisses de confession chrétienne. Et c'est le premier élément qui va poser problème dans la Constitution, pas à cause de gens qui diraient mais comment ça seulement les Suisses de confession chrétienne? Que se passe-t-il des Suisses d'autres confessions, et notamment de confession juive? Alors ça c'est vraiment, ça n'a pas du tout perturbé les Suisses, mais ça a perturbé les pays étrangers. Lorsque la Suisse a commencé à négocier des accords commerciaux avec la France, avec la Prusse ou avec d'autres pays, eh bien on s'est rendu compte que les citoyens, par exemple les Français de confession juive, avaient le droit de s'établir en Suisse, mais pas les Suisses de confession juive. Ils n'avaient pas la liberté d'établissement, ils ne pouvaient s'établir que dans 2 communes suisses. Alors ça a quand même un peu perturbé. Et puis, au fil du temps, les problèmes sont devenus plus importants, notamment dans les années 50, Bâle a expulsé des Français de confession juive parce qu'ils étaient établis en Suisse et que Bâle estimait que c'était contraire à la Constitution. Alors les Français n'ont pas été absolument ravis de la chose. Puis ensuite, ça a été avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont dit on veut bien faire une convention économique, un accord économique, mais il faut assurer la liberté d'établissement à tous nos ressortissants. Et puis enfin, la France est revenue à la charge en 1964 en disant mais non, on n'acceptera pas de signer cette convention commerciale si l'ensemble de nos concitoyens n'a pas l'entière liberté d'établissement. Et là, la Suisse s'est dit que ça posait un problème. Avec les Pays-Bas, bon, mais la France, on ne peut pas se passer d'une convention commerciale avec la France. Si bien qu'en 1866, on va présenter à la population suisse une série de modifications de la Constitution, dont la modification de cet article 41, qui interdisait la liberté d'établissement aux Suisses de confession non chrétienne. On va le supprimer, le non chrétien, et accepter que tous les Suisses étant égaux devant la loi, eh bien, tous les Suisses ont liberté d'établissement. Et en fait, l'article va être accepté, alors comment dire, de façon contrastée. 53% des votants vont accepter l'article, donc ce n'est pas une énorme majorité, mais imaginez, à Zurich, l'article est accepté à 93%, et puis en Appenzell-Rhodes intérieur, il est refusé à 98%. C'est vous dire que les tensions sont quand même encore vives au sein de ce pays. Et notamment, en dehors de ces questions de liberté d'établissement, des tensions très fortes entre, pour le faire simple, entre les fédéralistes et les partisans d'un État et d'un pouvoir central. Là, vous avez une caricature qui montre le risque que les tenants de l'État le plus fédéral possible voient au risque de la centralisation. En 1872, face aux innombrables difficultés que le pays rencontre face à une trop grande liberté des cantons et la nécessité de renforcer le pouvoir central, eh bien, il y a une première présentation d'une révision assez importante de la Constitution. C'est un projet très ambitieux qui introduit plus de liberté personnelle, par exemple. Un élément qui a fait beaucoup débat, c'est le mariage civil. Les cantons catholiques ont dit ah non, ça hors de question. Donc c'était compliqué. Et un mariage civil voulant dire que l'état civil est géré par l'État et pas par les églises.
l'unification du droit, qui a fait dresser les cheveux de beaucoup de fédéralistes, un renforcement du tribunal fédéral, une loi fédérale unifiée sur les fabriques, et aussi les réformateurs voulaient un droit d'initiative et la possibilité d'un référendum en matière de lois et d'arrêtés fédéraux. Là, c'est une autre caricature qui montre la densité des oppositions. En haut, vous avez l'aigle prussien. Et les fédéralistes, les tenants d'un État central le plus faible possible, ont vu dans cette révision de Constitution une idée d'une prussianisation de la Suisse, en quelque sorte. La Suisse deviendrait un État un peu bismarckien. Et on a donc ici l'aigle prussien, avec la Confédération, et puis ici une truie qui montre, qui est en train en déliquescence, en quelque sorte. C'est le pays complètement sous la coupe de la Prusse. On a l'armée qui serait prussianisée. On a également les questions liées à l'école, parce qu'on aurait voulu aussi un peu plus centraliser l'école. Alors ça, c'était impensable, surtout pour les cantons catholiques. On a également, 1872, c'est les premiers travaux du Gothard. On n'arrive pas à financer, et là aussi, ingérence étrangère. Et puis, vraiment, partout. Et puis là, c'est le pauvre Winkelried qui se dit, voyez à quelles extrémités la Suisse en est réduite. Donc vraiment, une forte opposition qui fait que ce projet va être refusé. Il est refusé parce que, à la fois, les catholiques et les fédéralistes vont se mettre d'accord. Mais au niveau de la population, il y a 5000 voix de différence, donc rien du tout. Ce qui explique, le but c'était de casser les oppositions au niveau des cantons. Et donc, très vite, on va mettre en place une nouvelle réforme, celle de 1874, où là, l'idée, c'est de casser les oppositions, donc on va revenir à plus d'équilibre en quelque sorte. Donc on renforce le droit fédéral, on renforce le tribunal fédéral, on accorde la liberté de culte pour toutes les religions, liberté d'établissement élargie également, liberté de conscience et de croyance, de commerce, d'industrie, mariage civil, on abolit les châtiments corporels et la prison pour dette, une bonne chose quand même, et la peine de mort. Et l'état civil revient aux autorités civiles. Par contre, on essaye de rassurer les cantons les plus religieux, interdiction de fonder des couvents, interdiction des jésuites, l'interdiction des jésuites ne sera levée qu'un siècle plus tard, elle avait déjà été introduite en 1848, il faudra attendre 1973 pour qu'on lève cette interdiction. La création des évêchés est soumise à l'approbation fédérale, et on introduit un référendum facultatif. 30 000 voix, actuellement c'est 50 000. Et ça a donné des débats sans fin. Imaginez, Antoine Carteret, le Genevois, parle du référendum en disant que c'est de la ferblanterie démocratique, donc il est complètement opposé. Lui, la vraie démocratie, c'est une démocratie représentative. Et James Fazzi, lui, voit dans le référendum un appel de l'intelligence à l'ignorance. Nous le remercions de sa confiance envers l'intelligence de sa population. Et puis il y a quand même des gens qui disent, non mais attendez, un peuple républicain ne doit se soumettre à aucune loi qu'à celle qu'il s'est donnée lui-même. Et si on veut, certains disent, mais si on veut que le peuple observe les lois, on doit quand même supposer qu'il comprend les lois qu'il doit appliquer. Donc c'est grâce à cet équilibre que finalement en 1874, la Constitution cette nouvelle Constitution va être acceptée et elle forme les bases vraiment de la démocratie semi-directe. Vous le savez, il ne manque plus qu'un petit élément qui fait beaucoup discuter nos voisins d'ailleurs depuis quelque temps. Ils ont redécouvert l'idée de l'initiative, c'est assez intéressant. Et pour l'initiative, il faudra attendre un tout petit peu. D'abord, il faut rassurer ceux qui étaient très peu confiants quant à la sagesse de la population une fois qu'elle aurait le droit d'intervenir. Puis on se rend compte que finalement, ça se passe plutôt bien. Donc ça rassure un peu tout le monde.
Et finalement, la dernière étape de la réconciliation des différentes positions en Suisse intervient en 1891 avec l'introduction de l'initiative populaire qui finit par satisfaire un peu tout le monde. En plus, on en profite pour mettre dans la Constitution le monopole de la Confédération sur les billets de banque, c'est important. Et puis cette introduction de l'initiative populaire qui va donner, par exemple, aux cantons catholiques, l'impression qu'ils ont vraiment voix au chapitre. Alors ils vont finalement utiliser l'initiative populaire la plupart du temps à bon escient, mais quand même on a eu très peur. Je vous rappelle que la première initiative populaire que vous avez à l'écran, elle a été lancée en 1892 et elle était contre, elle essayait d'interdire l'abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable, ce que d'aucuns ont senti quand même comme un gros refus ou un gros sentiment antisémite. Et on dit, ben voyez, on avait raison. On introduit l'initiative populaire et la première chose que le peuple fait, c'est de voter de demander à voter des lois qui n'ont aucun sens ou qui sont plutôt dommageables. Et puis finalement, on va se rendre compte qu'il y a assez peu d'initiatives qui passent la rampe. C'est qu'on peut toujours proposer, on discute, et puis ça désamorce une partie des conflits. Donc ça se passe plutôt bien. Et je voulais terminer avec une phrase que je trouve tout à fait intéressante et qui est dans le tout début du rapport de la commission qui a élaboré le projet de constitution fédérale du 8 avril 1848 et qui en fait pose vraiment, je pense, l'un des éléments centraux qui marque cette évolution de la Constitution. Alors, on pourrait appeler ça d'une façon un peu négative du bricolage, mais en fait c'est de l'adaptation constante aux nécessités du temps. Les Suisses ont l'habitude, ils font ça depuis longtemps. Et là, c'est vraiment cette idée. Le but des institutions, c'est d'être au service du bon fonctionnement d'un pays. En fait, c'est ça l'idée. Et donc, chaque fois qu'il est nécessaire, eh bien, on s'adapte. Mais à la bonne vitesse. Ni trop rapidement, ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique, mais sans trop tarder non plus, parce que sinon, c'est également compliqué. Donc c'est un peu cette sagesse-là qu'on peut voir se mettre en place entre 1815 et 1821. 1815, où il a fallu l'étranger pour que les Suisses arrivent à se mettre d'accord, et puis 1891, où ils se font enfin un peu confiance, et où même, imaginez, en 1892, on a le premier catholique qui entre au Conseil fédéral. Donc ça veut dire qu'en gros, on a quand même fini par faire la paix. Voilà, je vous remercie. Et puis,